Quel est ton chemin et qu'est-ce qui t'a demandé de lâcher personnellement? Pour faire ce que je fais aujourd'hui, il a fallu vraiment que je lâche le besoin de contrôle, parce qu'on contrôle pas grand-chose, le besoin de plaire, pour devenir authentique et en avoir rien à foutre de ce que pensent les gens. Parce que j'ai des méthodes qui ressemblent pas à d'autres, et le besoin de reconnaissance. Voilà. Ça a été, tout un travail sur moi et le but étant d'être authentique, et d'aider le maximum de vignerons à aller, vers cette authenticité. Avec leurs vignes, avec leurs vins et avec leurs clients. Tout le long de ton expérience professionnelle, tu as déjà voulu tout arrêter? Pourquoi tu es resté? Est-ce que peux-tu nous dire tout ça, en fait? Ah oui, j'ai voulu arrêter, mais plein de fois. Déjà quand j'étais, salariée, que j'ai fait mon 1er burn-out, j'en ai fait 2 en 12 ans, j'ai travaillé tellement, j'avais l'impression de faire de l'abattage, on me donnait tellement de charges de travail que je me disais: «Mais c'est indécent de traiter les vignerons de cette manière». J'arrivais chez eux en courant, je repartais en courant, j'avais un timer, c'était anxiogène, donc là, j'ai failli arrêter et après quand j'ai créé ma boîte, des milliards de fois. De toute façon, la vie d'un entrepreneur, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des moments où, tu prends des risques et après tu te plantes, tu recommences, tu réapprends. C'est infini, donc voilà. Et est-ce que tu partages, dans l'intimité avec, ces vignerons-là, ton expérience? Toujours, je suis un être humain comme eux et je suis passée par là et c'est hyper important de parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu, bien sûr. De toute façon, je pense que moi, c'est mon cas. Je ne me fais accompagner que par des gens qui sont arrivés là où je veux arriver. Voilà, donc quelqu'un qui m'explique comment, heu, arriver au point B, et qui n'y est jamais arrivé lui-même, il m'amènera nulle part. Donc en fait, c'est important qu'il sache, par où je suis passée et pourquoi j'ai cette expertise aujourd'hui. Ouais, pour autant, mais il faut que le vigneron en face puisse, accepter ça. Il y a quand même un jeu d'ego dans tout ça. Après, c'est lui qui décide, mais les vignerons et vigneronnes qui viennent me voir, ils sont motivés, décidés à s'engager dans un changement. Parce qu'ils voient bien qu'il y a un truc qui cloche, quoi. En eux, dans leurs vignes, dans leurs vins, dans leur commerce. En général, c'est des gens très, très engagés qui viennent me voir. Les gens qui hésitent, ben, ils continuent à essayer des choses. Mais c'est OK pour moi. Moi, je force personne, en fait. Et on peut parler de solitude, tu as eu, des grandes solitudes dans ton parcours? À fond. Moi, je suis quelqu'un qui est dans le monde du vin depuis 22 ans maintenant, 23 même. Et j'ai connu beaucoup de solitude dans le sens où toujours eu du mal avec ce monde vigneron. Ça peut choquer, mais déjà, j'ai ce diplôme d'œnologue et je me retrouvais pas dans les œnologues qui étaient, autour de moi. Je crois qu'il y avait énormément d'ego. On parlait pas d'humain, on parlait de technique, on parlait de recettes et pour moi, c'est pas ça mon métier. Donc j'ai eu énormément besoin d'aller chercher, des échanges avec des entrepreneurs et des acteurs, du vin, mais autres, parce que je me sentais vraiment seule dans la compréhension que j'avais du vigneron, dans sa manière, de mener son domaine et je trouvais pas beaucoup de gens dans mon milieu, dans mon noyau, vin, avec qui je pouvais vraiment échanger. Donc j'ai trouvé ça dans d'autres activités, que le vin. Parce que finalement, un vigneron, c'est un entrepreneur. Donc j'ai rencontré d'autres entrepreneurs, entrepreneuses qui ont eu la chance de vivre des choses qui m'ont expliqué après et avec qui, après moi j'ai pu les aider aussi. Mais c'était, voilà, ma solitude elle vient de là. C'est que j'ai du mal à rentrer dans un moule. Donc souvent, je chemine seule et j'ai souvent cette capacité de voir, ce que les autres ne voient pas et des fois, quand dans ma jeunesse, je le disais sans qu'on me pose la question et ça dérange et c'est normal, la personne elle est pas prête. Donc maintenant j'attends qu'on me demande.
En tant qu'onologue formatrice, tu as un pouvoir de décision dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines que tu conseilles. Ce pouvoir de décision peut avoir, finalement, tu peux décider à la place du vigneron. Jamais. Jamais je décide à la place du vigneron. Je ne suis que traductrice de leurs problématiques. Après, je leur soumets, je leur explique pourquoi ça leur arrive, et après, c'est eux qui décident et on met quelque chose en place ou des outils en place pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Mais c'est eux qui décident, jamais moi, jamais. Sinon, c'est de la dictature. Oui. Et dans le monde du vin, l'œnologie, c'est très courant, ça. Moi, ça me terrorise de voir un œnologue qui dit ça j'ai fait, c'est mon vin. Non, c'est le vin du vigneron. Toi, tu as juste amené ta vision pour lui ouvrir les yeux, pour qu'il fasse le chemin. Sinon, ça s'appelle un gourou. Donc non, c'est pas possible. Dans la prise de pouvoir, tu la laisses au vigneron? Mais c'est eux qui décident, c'est pas moi. Bien sûr. Bien sûr, parce que si ça vient pas d'eux, ben ça marchera pas. Et c'est juste pour nourrir mon ego. C'est ah ouais, il y est arrivé grâce à moi. Non, il y est arrivé grâce à ses prises de décision. C'est tout. Moi, j'ai juste mis la lumière sur le chemin. Point. Qu'as-tu découvert de toi que personne ne soupçonne? Que mon intuition, c'est mon arme secrète. C'est-à-dire que mes ressentis, ils sont hyper puissants et que c'est pas tout dans la tête. Donc, j'ai une grosse expertise, une grosse expérience qui fait que je vois rapidement les choses. Mais après, suivant les situations, j'ai mon intuition qui est hyper fiable. Et je m'en sers tous les jours. Et avant, je me disais, mais t'es complètement folle. Tu ressens ça, mais comment c'est possible? Et finalement, à chaque fois que je me suis écoutée, ça a marché. Et d'ailleurs, tous mes accompagnements sont vraiment du sur-mesure. J'écoute attentivement ce que veulent les futurs clients et je leur fais un plan d'action, un devis qui est en lien exactement à ce qu'ils attendent. Quelle part de toi a dû nourrir pour que tu deviennes la femme que tu es aujourd'hui? Quelle part de moi j'ai dû nourrir? L'amour de moi, le côté je reconnais ma valeur parce que ça, j'ai pas été assez sécurisée, assez valorisée pour ça. Et de me dire, d'arrêter d'avoir cette petite voix dans la tête qui te dit: «Mais pour qui tu te prends?» Ben, je me prends pour quelqu'un qui a ce talent de voir ce que les autres ne voient pas et qu'aujourd'hui je le mets au profit, du bien-être des vignerons. Ça paraît prétentieux. Ben, non. Mmh. Non, parce qu'on a tous un talent, les vignerons ont tous des talents. Ils ont tous quelque chose à dire et c'est pas prétentieux. Penser que c'est prétentieux, c'est déjà de l'ego, en fait. Être pionnière, ça veut dire quoi concrètement, finalement, pour toi? C'est avoir la vision de ce qui va se passer avant les autres, c'est-à-dire, ressentir, le changement et le mouvement qui est en train de s'opérer avant que les autres le voient, en fait. Et les maladies de la vigne, le changement climatique, ça fait déjà 10 ans que je le ressens, 10 ans que je mets des choses en place. Les problèmes de vente de vin, ça fait déjà des années que je sens que ça va vriller et qu'il y a un changement d'air et de mode de consommation. Et cette année, c'est en train de se mettre en lumière. Et donc, être pionnier, c'est arriver à voir ça et surtout le traduire en action concrète, donc formation sur les ventes de vin, innovation par rapport au comment on va communiquer pour vendre les vins, comprendre le consommateur final aujourd'hui, comprendre ces maladies de la vigne, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles nous disent, et mes formations sur ça. D'ailleurs, les accompagnements sur augmenter les rendements et diminuer les maladies de la vigne ne désempissent pas, quoi. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps et qui est là aujourd'hui, mais qui balbutiait il y a 10 ans. Donc il y a 2 axes finalement, où les 2 axes peuvent
s'assembler un axe vigne, viticulture, tout ce qui est compréhension du vivant, et l'axe vente, l'axe commercial. C'est ça ou C'est les deux, on va dire, c'est les deux sujets qui sont les plus présents en 2025. C'est ces problèmes de rendement et de milieu et de gestion de la maladie et d'immunité de la plante. Ça, c'est, je sais pas combien de vignerons qui m'appellent parce qu'ils n'y arrivent plus, qui sont désespérés, et ils ont essayé énormément de choses. Ils ne comprennent pas comment ça marche. Ils sont dépendants de cette météo et de ces aléas climatiques. Et la vente, ma formation qui démarre en décembre, là, et tout ce que je vais mettre en place après, je l'ai écrit déjà il y a 2 ans. C'est la demande aujourd'hui. Les vignerons ne savent plus comment vendre. Ils se creusent la tête tous les matins en se disant « Mais pourquoi je ne vends plus ? Pourquoi ça ne marche plus ? Alors qu'avant, c'était fluide, quoi. Alors que mon vin, il est bon, alors que je pense communiquer correctement. Mais c'est pas suffisant aujourd'hui. » Quelle est ta plus grande incompréhension quand on te juge? Ah, c'est parce que on m'a jugé souvent. Avant, ça me touchait, maintenant, ça me touche plus. Ma plus grosse incompréhension, c'est moi, je suis assez cash. Je raconte pas d'histoire, je tourne pas autour du pot. Donc peut-être que j'ai un franc-parler, que j'ai adouci avec le temps, qui fait que je peux paraître arrogante. La dernière vidéo que j'ai fait où j'expliquais les rendements que j'ai eus avec des clients conventionnels qui ont été doublés en une année, je me suis fait insulter sur TikTok, pour pas le citer, parce que c'était impossible d'avoir ces résultats-là. Donc je parais prétentieuse. Et du coup, je me fais juger, critiquer. Et puis je suis une femme, faut pas l'oublier. Tu penses réellement qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, la femme n'a pas la place, ou a peu de place dans le monde du vin? Elle en a plus, mais moi, quand je suis arrivée il y a 23 ans, les femmes, c'était minoritaire et il fallait qu'on soit des working girls, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait une technique hors pair, qu'on se transforme en homme, qu'on soit plus forte que l'homme pour exister dans ce monde du vin, quoi. Donc aujourd'hui, c'est moins le cas, mais il y a encore un énorme fossé. Encore un énorme fossé. Quand tu restes ancré, quand tout bouge autour de toi, comment réagis-tu? Je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important de rester ancré et aligné, je le dis souvent, et il faut avoir ses routines. Moi, c'est la nature, le sport, bien manger, bien dormir. C'est pas compliqué, hein. Mais l'ancrage, c'est j'ai les pieds bien dans la terre et je ne suis pas influencée par l'émotionnel et les critiques de l'extérieur. Pour rester dans mon axe. Alors après, je dis pas que j'ai la science infuse, mais je veux rester dans ce que je sais faire, et de pouvoir accompagner des vignerons, ça demande un alignement et un ancrage très important pour pas déstabiliser. Parce que quand j'envoie certaines idées et que je me fais critiquer, si je les écoute, mais j'arrête de suite. J'arrête de suite. Donc l'ancrage est hyper important. Avoir les pieds dans la terre. Donc il faut être enraciné, c'est ça? C'est exactement ça. L'ancrage, c'est le chakra racine, c'est être enraciné, présent, l'instant présent en fait. Donc pour ça, il faut bien dormir, bien manger. Moi, c'est la connexion à la nature qui me relie aussi, et le sport. On va parler de toi un peu plus personnellement et dans ton intimité. Qu'aimerais-tu transmettre à ton fils? Alors, qu'est-ce que j'aimerais transmettre à mon fils? Que c'est lui qui a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut, que personne d'autre ne l'a à sa place, qu'il ose tout et qu'il s'en donne les moyens. Mais s'il veut y arriver, il faut qu'il ait de la discipline. Voilà. Et quand tu ne travailles pas, ce qui n'est pas souvent, qui es-tu vraiment dans la vie? Quand je travaille pas, je fais du sport, j'adore randonner, j'adore voyager.
C'est quelque chose qui me nourrit. Rencontrer les gens, rencontrer les lieux, me connecter aux lieux. Après, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de temps en dehors du travail. J'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup aller manger au restaurant. Voilà, jouir de la vie, tout simplement. Et vous t'ouvres pas de bouteille de vin? Si, mais dans des occasions avec des gens que j'aime, bien sûr, bien sûr. T'es critique ou pas critique? Je suis hyper critique sur ce que je goûte, mais forcément, parce que quand je goûte un vin, je m'en fous de la technique, en fait. Je goûte le vigneron ou la vigneronne qui l'a fait, donc je goûte ses angoisses, je goûte ses peurs, je goûte ce qu'elle a eu envie de dire. J'essaie de décrypter, ok, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Parce qu'en fait, le vin, c'est le prolongement de la main du vigneron, donc c'est sa carte d'identité. Donc en fait, et j'adore goûter des vins que je ne connais pas pour faire cet exercice et plonger dedans et me laisser toucher. Parce que le vin, c'est des émotions. Alors concrètement, qu'est-ce que les vignerons ne voient pas dans leur métier aujourd'hui? Concrètement, ce que les vignerons ne voient pas aujourd'hui dans leur métier, c'est qu'ils doivent devenir des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, et ils doivent structurer leur entreprise. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les ventes se passaient plutôt bien. Ils n'avaient pas vraiment de stratégie, mais les vins se vendaient. Aujourd'hui, c'est mort. Si tu n'as pas de visibilité sur les clients, ton client idéal, comment tu dois t'adresser à lui, ça marche plus. Donc, il faut structurer cette entreprise et apprendre à déléguer, travailler sur le rapport à l'argent qui est compliqué pour eux. Ça, c'est un travail, c'est un switch qu'ils vont être obligés de faire, selon moi. Tu dis qu'il faut que le vigneron devienne un chef d'entreprise. Il y a des modèles de domaines qui sont gérés par des chefs d'entreprise comme d'autres sociétés. Il y a des vignerons qui sont indépendants réellement. Tu as plusieurs modèles. Et tu es capable de t'adapter face à tout ça parce que il y a bien des chefs d'entreprise qui ont des domaines et qui ne savent pas finalement gérer un domaine. Parce que c'est assez particulier finalement le monde du vin et la viticulture. Est-ce qu'on peut transcrire tes méthodes de travail finalement aux différents modèles que je viens de te citer? Alors oui, en fait, moi quand je suis devenue entrepreneuse, on n'apprend pas le métier d'entrepreneur en fait. On a envie, on est passionné. Toi, t'es vigneron, t'as créé ton entreprise, tu t'es pas dit je vais devenir entrepreneur. T'as dit je suis passionné de vin, je vais reprendre les vignes de mon grand-père et tu t'es pas posé la question de est-ce que je vais savoir gérer mon entreprise. Chaque entreprise se gère d'une manière en fonction de la personne qui la détient en fait. Donc moi j'ai dû me former, j'ai dû apprendre à devenir une entrepreneuse parce que je savais pas gérer mon temps, je savais pas déléguer. J'ai découvert plein d'outils aujourd'hui qui me facilitent la vie, mais c'est pas inné. Donc je mets tout ce savoir que j'ai appris au service des vignerons. Et bien sûr qu'on ne va pas gérer une entreprise de 6 salariés avec un domaine de 50 hectares comme un petit domaine avec 2 salariés ou un salarié de 8 hectares, bien sûr. Mais c'est adapter la structure en fonction du besoin et de ce qu'a envie le vigneron. Mais que ça soit qu'il y ait une vraie structure d'entreprise et où on se lève pas le matin en disant « Ah tiens, aujourd'hui je vais à la vigne. Ah tiens, aujourd'hui je vais faire du commerce. » Qui est une vision. Parce que si tu n'as pas de vision dans une entreprise, quelle qu'elle soit, même celle du vin qui est très particulière, bah tu peux pas y aller. C'est comme si tu me disais « Bah voilà, je veux vendre du vin. » Ok, mais en combien de temps, combien de bouteilles, qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver? C'est ça, devenir un entrepreneur responsable. Est-ce qu'ils sont conscients, et je pense ou inconscients, que le vivant, ça peut mettre en insécurité, puisqu'on ne sait jamais comment le vivant va évoluer, réagir. Alors, ça, c'est ce qui fait que le vigneron ou la vigneronne est stressé, c'est qu'il est dépendant de la nature. Et ça,
c'est quelque chose qui doit être pris en compte dans la gestion de cette entreprise. C'est-à-dire la marge de risque dans le monde du vin est très grande. Donc c'est une réalité quand on structure une entreprise viticole. C'est-à-dire que dans la stratégie, on doit prendre en compte que 3 années sur 10, il va y avoir de la grêle. 3 années sur 10, il va y avoir du mildiou. Et on va mettre en place des systèmes qui vont réduire ce risque. Mais si on a une stratégie qui est calée sur le fait que, OK, on va avoir des pertes de rendement et qu'on sait quand même où on va aller, on est un peu moins stressé. Donc oui, le risque, il est énorme. Mais ils ont choisi ce métier aussi pour ça, pour le vivant. Donc c'est un gros paradoxe dans ce monde. Et je parle pas des feux qu'on a eu cet été, qui sont abominables pour les vignes, quoi. Et ingérables. Alors sur la vigne, qu'est-ce que tu observes que les vignerons ne voient pas? Alors sur la vigne, qu'est-ce que j'observe que les vignerons ne voient pas? Quand j'arrive dans une vigne, la première chose que je vois et que je ressens, c'est est-ce qu'elle est dans un mood productif, dynamique, équilibré, ou si elle est en perte de vitesse, c'est-à-dire si elle décroît en termes d'énergie. Ça, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça que je vois les vignes. Donc je sais instantanément, et ça peut paraître prétentieux, si la personne a des gestes vertueux pour son végétal ou pas. Ou si ça fait plusieurs années que la vigne est en déclin. En vinif, c'est quoi l'erreur la plus fréquente? Alors aujourd'hui, je dirais l'erreur la plus fréquente, c'est de vouloir vendanger trop au mûr. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas des pH corrects, c'est-à-dire des pH en dessous de 3,6, les risques microbiologiques sont immenses. Il y a énormément de micro-organismes qu'on ne veut pas, qui donnent des goûts de souris, des brouettes, etc. Et aussi des non-saccharomycèses, des levures, qui sont présents aujourd'hui à cause de ce changement climatique et parce qu'on est obligé de vendanger de beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc ça veut dire que le pôle microbiologique du mois d'août n'est pas le même que celui de septembre. Il n'y a pas eu de ressuyage depuis. Donc vendanger trop tard, en fait, quand la vigne a cessé de vivre, en fait, quand les raisins sont en perte de vie. Donc là, on a des conséquences graves et on perd cette énergie de vie, donc on crée un déséquilibre, donc il y a des problèmes qui arrivent. Surtout quand on est sans filet, ce qui est le cas de pas mal de mes clients. Sur les ventes, on va parler de ton vigneron fictif qui s'appelle Vincent. Pourquoi Vincent va mal aujourd'hui? Mais parce qu'il va mal parce qu'il vend pas et il comprend pas pourquoi. C'est-à-dire que son système, il a marché pendant des décennies. Donc aujourd'hui, il se dit, mais je suis largué. J'ai beau appeler les agents, ils n'arrivent plus à vendre, les cavistes non plus. Il entend tous ses potes dire, ah, putain, c'est la merde, quoi. Donc il est un peu paumé, ce Vincent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a juste à parler de son authenticité dans ses vins, avec une communication bien foutue, avec une vraie stratégie, encore une fois, pour vendre. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients en 2025 qui sont à l'équilibre et qui vendent très, très bien leurs vins. Mais par contre, il y a eu tout un travail au vignoble, en adéquation avec les cuvées, en adéquation avec... On a décidé d'une stratégie claire qui est appliquée, avec des chiffres à la clé, et ça vend. Mais c'est pas du tout les codes d'avant, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les plus de 60 ans consomment par an 29 bouteilles de vin. Et les jeunes, aujourd'hui, ceux qui vont acheter du vin dans 10 ans, les moins de 30 ans consomment que 9 bouteilles de vin par an. Donc comment attirer ces nouveaux consommateurs à acheter du vin? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils pensent, et c'est les dernières études qui sont sorties, c'est que le vin, c'est trop élitiste, c'est trop prise de tête.
ces appellations, on les a perdues en fait. Ils disent aussi que c'est pas fun, ils disent aussi que c'est trop cher. Donc il y a vraiment une interrogation, que ça soit de la part des vignerons ou des intermédiaires, parce que les intermédiaires, aujourd'hui, leur système ne marche plus. On est face à une crise viticole, oui. On est face aussi à une crise des jeunes de 25, de 20 ans, même de 20, 25 ans, qui choisissent plus des études agricoles, qui vont plus dans les lycées agricoles. Donc ça veut dire que c'est une génération qui va pas amener leurs potes, leurs copains au monde du vin, au monde agricole. Est-ce que ça, tu le prends en compte? Parce qu'aujourd'hui, on voit pas mal de néo-vignerons s'installer, mais est-ce que tu penses que la transmission, elle se fait pas aussi par ces lycées agricoles, par le monde agricole et ces jeunes qui ne sont plus dans ce schéma-là peut poser problème, notamment pour la consommation des vins, un peu plus tard? C'est sûr que ça a un impact, mais je pense que le consommateur jeune a besoin d'être en lien avec le vigneron ou la vigneronne à qui il achète. Donc c'est aux vignerons et aux vigneronnes d'ouvrir leurs portes et de faire ce job, qui sont déjà installés, pour redonner envie aux jeunes de faire ce métier. Ça va prendre du temps, parce que là, dans l'ère qu'on vit aujourd'hui, il y a plein de métiers que nous, on n'a jamais connus, à notre âge, qui émergent. Et dans les 10 prochaines années, il y aura la moitié des métiers qui n'ont jamais existé, qui seront présents sur le continent. Donc, ça laisse à réfléchir quand même. Donc, pour moi, c'est au vigneron de parler de lui, ce qui est quelque chose qui est difficile, puisque on n'a pas l'habitude, ces générations n'ont pas l'habitude de parler d'eux. Parce que le jeune, il veut boire des émotions. Il veut être touché. Il veut venir, être accueilli, ressentir ce qu'a vécu la personne. Donc ça, c'est tout un exercice, une manière de communiquer qui est complètement novatrice. En stratégie, quelles sont les erreurs fatales que font les vignerons? Alors, l'erreur fatale que font les vignerons, c'est que peu de vignerons et vigneronnes ont une stratégie. C'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont aucune vision, aucun objectif. Ils avancent à tâtons, en fait. Et ça, moi, j'appelle ça prendre du recul et regarder où tu veux aller. Mais sans ça, tu ne peux pas créer de richesse. Aujourd'hui, c'est impossible. Impossible. Et toi? Ton métier, c'est quoi? Wow. Moi, mon métier, c'est traduire le vivant. C'est-à-dire comprendre comment fonctionnent les systèmes, le système vente, le système vin, le système vigne, et amener le vigneron à résoudre ces problématiques, donc climatiques, de vente et de gestion d'entreprise, en prenant en compte qui il est. Parce que c'est lui, encore une fois, qui va devoir porter son entreprise, c'est pas moi, en fait. Moi, je lui allume les lumières sur le chemin. Donc tu lis le vivant, tu lis le vin, tu lis la vigne, tu lis son marché et tu essayes d'aligner tout ça, en fait, c'est ça? C'est ça. C'est un travail systémique, je dis souvent. Moi, je travaille en systémie, c'est-à-dire que quand on commence à travailler au vignoble et qu'on a moins de maladies, des vignes plus résilientes, on fait des vins beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus juteux, beaucoup plus vivants, donc beaucoup plus émotionnels également. Quand on travaille, donc du coup, le vigneron se détend, il est plus joyeux, il fait des vins plus joyeux, il a plus confiance en lui. C'est un cercle vertueux. Et après, on va travailler le commerce. Et si le vigneron est à l'aise et qu'il est fier de ce qu'il fait, il va pouvoir en parler. Et c'est comme ça que se passent les réussites de mes clients. En général, j'ai souvent du conseil global. Vigne, cave et vente, quoi. Donc ça veut dire que... Est-ce que ça existe aujourd'hui, finalement, cette façon de la consultation, c'est presque, ça fait presque médecin, ça, finalement, consultation. Est-ce que ce métier-là existe finalement? Parce qu'aujourd'hui, il y a les onologues qui sont là pour donner un conseil de vinif,
point, mais pas un conseil de stratégie commerciale ou même une stratégie globale. Ça, Je sais pas si ça existe, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'est ce que je propose parce que c'est moi, je ne sais pas faire autrement qu'avoir une vision d'ensemble du système. Donc, je sais pas, je crois pas et je ne sais pas, honnêtement. Je pense que je suis un peu la seule. Et d'ailleurs, je me sens souvent seule. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, c'est moi. Donc finalement, c'est ancré dans ton ADN, tout ça, puisque tu dis, moi, je suis pas capable de donner un conseil pur et dur si j'ai pas la lecture du vivant et du vivant dans tout son ensemble. Donc du vigneron. C'est ça. C'est ça. Je ne suis pas capable de donner un conseil sur un raisin ou de. L'œnologie, moi, quand j'ai appris l'œnologie, on me disait l'œnologie commence quand les raisins rentrent en cave. Mais jamais de la vie. L'œnologie, elle commence à la parcelle. Et si j'ai pas vu un raisin, moi, je ne sais pas piloter des vinifs en lien avec le vigneron. C'est une hérésie. C'est complètement absurde. Du coup, c'est quoi une semaine pour toi, type? Pour moi, il n'y a pas de semaine type. Mais on va dire que j'oscille entre mes accompagnements viticoles, mes accompagnements œnologiques, mes coachings, parce que je coach sur les recrutements, je coach sur la vision d'entreprise, sur des audits et l'école, les formations. Donc en fait, c'est plutôt une saisonnalité pour moi. Je le verrais plutôt à l'échelle d'une année. Je dirais qu'en ce moment, je suis sur les formations, sur le débrief des accompagnements viticoles sur les rendements de l'année, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on va mettre en place au niveau des amendements, au niveau du travail du sol. Pas mal d'assemblages, j'adore les assemblages, donc j'ai encore ça, création de cuvées. Je me forme en ce moment beaucoup. Et les formations, en général, elles durent jusqu'à donc la vente jusqu'à mars. Et après, vient la saison des traitements. Donc là, j'ai beaucoup d'accompagnement viticole où je suis des domaines en conseil viticole. Donc là, je suis beaucoup sur le terrain. Je suis pas toute seule, mais j'en fais beaucoup. En parallèle, j'ai une formation en ligne qui démarre fin avril jusqu'à fin août où les vigneronnes peuvent s'inscrire pour avoir donc le suivi de ce que je fais, c'est-à-dire on a des visios tous les 15 jours où je leur dis voilà, d'après le calendrier lunaire, parce que je travaille avec la Lune, les traitements c'est comme ça, on étudie chaque cas, ils ont un e-learning où je leur apprends comment rendre la plante beaucoup plus résiliente au changement climatique, je fais un résumé des maladies, j'explique mes méthodes avec les plantes, donc ça c'est de avril à août. Donc là, c'est vraiment vigne. Et après arrivent les vendanges. Les vendanges, donc là, moi, pendant 2 mois, je suis en immersion avec mes clients dans les parcelles pour goûter les raisins et dans les caves. C'est là le moment créatif. Et en novembre, on redémarre un cycle comme aujourd'hui. Donc c'est plutôt cyclique ma vie d'entrepreneuse. Les vrais blocages des vignerons. C'est quoi pour toi, un blocage? Les vrais blocages des vignerons, c'est dans leur tête, en fait, c'est leur croyance. Ils pensent qu'ils n'y arriveront pas, ils pensent que c'est trop cher, ils pensent que c'est mort. Il y a des croyances, mais monumentales dans leur tête. Et c'est que dans la tête, hein. Vraiment. Vraiment. C'est juste à quel moment ils vont y aller, ils vont mettre les choses en action. En fait, c'est leur peur, les blocages, c'est tout. Et il faut juste travailler sur ça. Du moment où ils viennent me voir, on va travailler leur peur. Mais en général, ils ont déjà fait un bout de chemin parce qu'ils savent que avec moi, on va y aller, quoi. Il va y avoir des résultats. Donc, et aussi la peur de réussir. C'est fou, hein. Mais il y en a, ils ont peur de réussir plus que son voisin, par exemple. Alors, tu dis que les plus compétents, c'est ceux qui doutent le plus. Pour quelle raison? Parce qu'ils se remettent tout le temps en question.
Si tu te remets jamais en question, tu te prends pour un dieu. Tu dis, ouais, moi j'ai la science infuse, tout va bien, je vais bien. Non. Moi, tous les matins, quand je me lève, je me demande est-ce que c'est bien, est-ce que c'est machin. J'écoute les gens, que les gens, bien sûr, qui y sont arrivés avant moi, parce que les autres, je les écoute plus, c'est terminé. Mais la remise en question, elle est primordiale. Primordiale. Et tu définis comment un vigneron qui est prêt à changer? Un vigneron qui est prêt à changer, c'est un vigneron qui est prêt à se mettre en action, qui s'engage. Donc, en fait, il se justifie plus, c'est ça? Oui, voilà, il arrête de dire oui, mais le fameux oui, mais c'est alors voilà, j'ai envie d'avoir le double de rendement et je lui dis bon ben voilà, moi mes méthodes, si tu en gros avec ce que j'ai vu, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça et qui me dit oui mais machin, oui mais mes trucs, oui mais machin, je sais de toute façon que ça ne marchera pas. Donc c'est quand il te dit ok, je te fais confiance parce que c'est une relation de confiance que j'ai avec eux. C'est ok, je paye un service, je sais que tu vas pouvoir m'amener d'un point A à un point B. Voilà. Et moi, je prends le temps, s'il y a des blocages, de les sortir de ces blocages, bien sûr. Moi, j'ai besoin d'avoir un binôme. On est un binôme, en fait. On est un vrai binôme de travail. Quand je dis à un vigneron, ça y est, là, il faut aller traiter, il y a ça, moi, je ressens ça, machin. Et c'est à lui de se tenir prêt, d'avoir les produits, d'y aller, d'y mettre son énergie, de s'appliquer, d'y mettre son intention, quoi. Donc, c'est un binôme. Donc, ta méthode est très... c'est vraiment le couple, quoi. Ah ben oui, on ne vit Donc, que des couples en fait dans mon travail. Je suis pas toute seule à décider. C'est-à-dire que j'impulse des choses et après il y a de l'exécution derrière qui doit être superbement bien faite. un couple, ça demande de l'énergie. Beaucoup. Mhm. Et beaucoup de temps. Et de... Alors un couple ça demande de l'énergie, du temps et un cadre. Donc le cadre, c'est le cadre qu'on pose au départ, c'est quels sont les objectifs, la vision, où est-ce qu'on veut aller, quelles sont tes réticences, et après on met un plan d'action en place et on y va. Mais si le cadre de départ n'est pas posé, les objectifs ne sont pas posés, ça marche pas. Si tu pouvais dire une seule vérité à tous les vignerons, ce serait laquelle? Si je pouvais dire une seule vérité à un de mes vignerons, investis en toi. Il n'y a que ta tête qui t'empêche d'avancer. T'as tout en toi, en fait. Et à quoi ressemble un domaine résilient dans 10 ans? Alors, un domaine résilient dans 10 ans, c'est un domaine à l'écoute du vivant, à l'écoute de sa vigne, qui s'est adapté au changement climatique avec peut-être des cépages différents, des modes de taille qui n'existent pas aujourd'hui, des traitements qui sont des molécules qui traitent naturelles qu'on ne connaît pas aujourd'hui, peut-être. Des modes de vente complètement différents d'aujourd'hui. Un domaine résilient, c'est un domaine qui est capable de s'adapter, de comprendre comment ça fonctionne et de mettre les moyens pour y arriver. Pas de barrière. C'est-à-dire ne pas se mettre de limites dans « Ah non, là, ça, je peux pas ». Ok, on a une éthique. Mais dans cette éthique-là, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui n'existe pas? Alors, je vais te poser des questions et tu vas me répondre le plus rapidement possible sans trop réfléchir. Le truc que les vignerons ratent dans leurs vignes. Savoir les écouter au lieu de se dire, au lieu de décider. C'est eux qui décident, ils n'écoutent pas leur vigne. C'est eux qui prennent le pouvoir alors que c'est elle qui a quelque chose à leur dire, en fait. Le truc qui flingue une vinif. Vendanger trop tard. C'est ne pas écouter sa dégustation. La dégustation, elle est primordiale. Les analyses, on s'en fout, en fait. Ce que Vincent doit arrêter demain. De procrastiner et d'arrêter de se mettre des barrières dans sa tête. Ce qui fait un vin vivant. Les émotions. Le mensonge le plus répandu.
C'est un vin fait avec des levures indigènes. Ça fait mal, ça. Ouais. Le détail qui change tout dans les ventes. L'authenticité. La plus grosse fausse croyance viticole. Que c'est en vendangeant très mûr que ça sera le plus qualitatif, ou je dirais que les vins élevés en barrique, c'est plus qualitatif que des vins élevés en cuve. La vraie compétence d'un vigneron moderne. L'écoute de son vignoble, l'écoute de ses vins, l'écoute de ses raisins, l'écoute du marché. Écouter, savoir écouter. J'aimerais qu'on parle de la relation avec tes vignerons, avec tes clients. J'aimerais savoir comment dans les périodes de crise, le moment de crise où le vigneron a peur de rater ses vins, a peur de ne pas vendre, a peur... comment tu gères tout ça? Parce que ça veut dire qu'il faut une connaissance parfaite du lieu où tu vas, de la personne avec qui tu es, de ton client. Et c'est de l'ordre de l'intime, tout ça. Ça veut dire que le vigneron, le client, doit vraiment te faire entrer dans son intimité. Parce que le vin, c'est aussi des problèmes liés à des familles, hein, des problèmes liés pas forcément à la vigne. Donc, comment tu gères ça? Est-ce que ces vignerons-là sont proches de toi? Est-ce que... Moi, ce qui me touche le plus et ce qui me nourrit le plus dans ce métier et qui fait que je fais ce métier, c'est l'humain. Donc, en fait, j'ai une relation privilégiée avec chaque client qui est complètement différente d'un client à l'autre, d'une famille à l'autre. Il y en a, ça fait plus de 20 ans que je les accompagne. Je les connais par cœur. Leurs enfants, leurs petits-enfants, leur cuisine, leurs habitudes, leur anxiété, tout. Et on passe du temps à parler de ça. C'est hyper important. Et c'est ce qui fait leur personnalité. C'est ce qui fait leur histoire, leur singularité, leur différence. Donc, je le cultive. Et quand ils sont dans des moments de crise, j'y passe énormément de temps à discuter de manière informelle et après d'y amener des solutions concrètes, chiffrées, objectives. Mais je pense que mes clients me font confiance parce que j'y passe du temps et parce que c'est la clé, les comprendre. Parce que je sais qu'avec certains, je ne pourrais pas les amener à un endroit qui serait rentable pour eux, beaucoup plus que là. J'en ai un, il passe des heures dans la cave parce que il veut pas changer son matériel, parce qu'il a ses habitudes et parce qu'il veut pas rentrer chez lui en vrai. Et après, il se plaint qu'il est fatigué. Mais en fait, je peux pas bouger ça. J'ai essayé, hein. Son fils est venu, on a discuté, on a proposé d'acheter un autre appareil pour qu'il passe moins de temps. Mais en fait, pour lui, c'est comme ça qu'il se détend, c'est comme ça qu'il veut vivre, c'est comme ça qu'il veut s'imposer des choses. Et c'est ça aussi mon métier, c'est de comprendre qu'il y a des curseurs que je ne peux pas bouger et que je dois faire avec. Donc ça bouge, mais tout doucement. Il faut Donc, de la patience. tu t'adaptes, finalement. Complètement. Je ne peux pas faire la même chose avec chacun. Je ne peux pas les amener au sommet d'une montagne s'ils sont prêts qu'à faire une étape. Et c'est OK pour moi. Quand j'étais jeune, non. Quand j'étais jeune, je voulais à tout le monde amener au sommet parce que je me disais, mais c'est pas possible, il ne le voit pas le truc là, qu'il peut aller là, le potentiel qu'il a. Et aujourd'hui, je me dis, OK, où est-ce que tu as envie d'aller? Où est-ce que tu es capable d'aller? C'est ça la clarification. Et OK, je vais t'y accompagner. Et je vais accepter ces blocages et qu'il est toujours pas prêt à avancer. Parce que sinon, je suis un gourou, encore une fois. Je vais imposer un truc et ça ne marchera de toute façon pas. Il ne sera pas à l'aise, ça ne va pas bien se passer. C'est impossible. Tu vois? Tu l'acceptes tout ça, en fait. Tu es
Parce que c'est pas facile, c'est pas évident quand le vigneron prend une décision et que tu sais que c'est la mauvaise. Comment tu Oui, fais? mais il a besoin d'y aller. Mais combien de fois j'ai expliqué à des clients, si tu fais ça, tu vas au carton, par A plus B, c'était évident, et qui ont eu envie d'y aller, mais allez-y. Ils se construisent comme ça. Qui n'a pas fait d'erreur dans sa vie? Moi, la première. Donc, fais une erreur, comprends. Il faut le vivre. C'est physique, c'est comme ça. Donc, je les laisse aller au bout du truc, être dans la merde, me rappeler en me disant ouais, maintenant il y a de la volatile, maintenant c'est pas bon, maintenant c'est machin. Et moi, faire le pompier. Parce que je suis prête à ça. Et c'est OK. C'est OK. Parce que, au moins, ils l'ont intégré. Après, s'ils me refont ça chaque année, sachant le résultat, là, je leur dis au bout d'un moment, la victimisation, c'est bon, on arrête, quoi, tu vois. Là, je m'énerve. Mais c'est important de les laisser aller au carton. C'est important qu'ils le vivent. Je suis personne pour leur dire ce qu'ils ont à faire, en fait. Tu vois. Est-ce que tu crées des moments intimes avec tes vignerons? Bien sûr. Parce que ça fait 20 ans de conseil, Un peu plus, un ouais. peu plus, pardon, 20 ans, un peu plus de 20 ans de conseil, et tu as, là, cette année, dit je réunis tous mes clients et je crée la dégustation du millésime, Ouais. et je veux que mes clients se rencontrent. Parce que finalement, tes clients ne se connaissent pas tous. Ah non, loin de là. Et tu as trouvé ça... Enfin, cet événement était intéressant pour toi? Il a apporté des Alors, choses? moi, c'était un événement. Moi, c'était mon rêve depuis des années de pouvoir les réunir parce que je les trouve tous très talentueux les uns les autres et ils ont tellement de choses à dire chacun. C'est tous des pépites en fait. Et je me dis, mais ils se rencontrent jamais, ils échangent jamais. Et là, c'était l'occasion de leur rendre hommage déjà. Parce que j'ai voulu faire un discours et au lieu qu'ils se présentent, je voulais les présenter à ma manière avec mes émotions, avec ce que je vis avec eux. Et c'était tellement beau. Les remercier et leur permettre d'échanger sur leurs pratiques, leurs peurs, leur regard sur le vin, pouvoir se jauger, échanger. Même maintenant, j'en ai qui communiquent entre eux après la soirée et j'aimerais le refaire l'année prochaine et encore parce que c'est des moments tellement rares et tellement dans le partage et moi, ça me touche. C'est des moments qui sont hyper importants dans ce monde de vignerons parce que ils sont tous enfermés dans leur système et ils n'ont pas le temps finalement. Donc là, on a pris 4 heures de temps pour faire ça et c'était... moi, j'étais trop contente pour eux en fait. Tu parles souvent que le jugement, ça te dérange. Très souvent. Finalement, la vie est faite de jugements très souvent, fréquemment. L'homme ne fait que ça à juger, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher, nous, petits êtres humains, de dire « Ah, elle est belle, oh, il est moche, oh, je le sens pas, oh, ça, j'aime pas. Ouais, on fait que juger. Mais c'est juste que c'est... des fois, je trouve ça... Il y a le jugement, derrière, il se cache un peu la blessure d'injustice. Mais c'est pas juste de dire un truc pareil. Et même moi, des fois, je dis « Ah ouais, je la trouvais fatiguée. » J'ai fait « Mais tais-toi, enfin... c'est pas à toi de juger ça, tu vois. Ou le pauvre, ou la pauvre. Mais elle a choisi d'être là où elle en est, ou il a choisi d'être là. J'ai pas à juger ça, en fait. Donc, c'est quelque chose de très humain, le jugement, mais ça m'a toujours touchée, ouais. Moi, ce qui me touche, personnellement, c'est quand on juge un vin. Terrible pour le vigneron. Terrible d'être jugé pour son vin. Et c'est, je pense, la plus grande peur d'un vigneron. Ben oui. Combien il y en a qui jugent les vins? Plein. Tout le temps. Surtout au sein des vignerons. Surtout entre eux, ouais. Hmm. Bah, à cette soirée, il n'y a pas eu trop de jugement, il y a eu beaucoup de questions. Alors, c'était le format qui était comme ça, mais mes clients sont très, très touchés par les jugements de dégustation, ouais. Notamment des journalistes ou des grands dégustateurs qui sont censés avoir une vision du vin assez ouverte. Donc, ouais. Et souvent, tu dis, je prends un exemple, hein, mais un vin où il y a de la volatile, c'est un vigneron qui a peut-être subi dans sa vie quelque chose ou dans ce moment de vie
un moment désagréable ou un lâcher-prise qu'il n'aurait pas dû faire ou bien au contraire, un manque de lâcher-prise. Tu définis souvent les défauts du vin par rapport à l'homme qui l'a fait. Ouais. Enfin, le défaut, si on peut appeler ça des défauts, mais... Ouais, dans le vin, on a les marqueurs de la structure émotionnelle du vigneron, en fait. Et c'est ça qui fait son charme aussi, tu vois. C'est des marqueurs qui donnent une singularité à chaque vin. Donc le vigneron, quand je leur dis, voilà, on va raconter ton histoire, on va raconter qui tu es, les trois quarts, ils me disent, mais j'ai rien à dire. Mais bien sûr, t'as plein de choses à dire, mais on n'est pas là pour flatter, on n'est pas là pour dire, ouais, je suis le plus beau, le meilleur du monde. Ben, c'est juste de dire, je suis moi. Moi, je suis comme ça. Dans ma cave, je fonctionne comme ça. J'ai envie de faire ça. Quand je goûte un raisin, ça me fait ça. Et en fait, voilà, dans le vin, on sent à peu près toutes les émotions qu'a ressenti le vigneron au moment où il a fait ce vin. Et c'est assez magique. Et c'est ça qui fait que c'est un produit émotionnel, le vin. Aujourd'hui, les vignerons certains vignerons ne sortent quasiment pas pour faire du commerce et ne connaissent... Ils savent pas... ils sont souvent jugés par les professionnels, par leurs commerciaux, par leurs agents et n'ont pas le retour final, très souvent, de leurs consommateurs. Et n'ayant pas ça, ils ne comprennent pas des fois pourquoi les vins ne se vendent pas. Ils se disent, en fait, finalement, le consommateur n'aime pas mes vins. C'est faux. C'est faux. C'est juste que l'intermédiaire à qui tu as confié tes vins n'est plus capable de le vendre et de toucher ton client qui va aimer tes vins. Mais je le vois, par exemple, j'ai certains vignerons, dont toi, tu as des agents qui représentent tes vins. Ils vont faire le job chaque année de les faire déguster. Mais ils parlent de quoi? Ils parlent de prix, ils parlent de, c'est le vin de tel vigneron, il y a tel cépage dedans. Et toi, quand tu passes derrière et que tu vas raconter ton histoire, comment tu fais dans tes vignes, ton agroforesterie, tout ce que tu vis au quotidien, ils adorent et ils achètent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client final, il a besoin de ton histoire. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu racontes, que tu te mettes en avant. Tu vois? Donc finalement, c'est aussi la relation. Il y a la relation de l'onologue, mais il y a aussi la relation avec les agents commerciaux, ce qui représente les vins, que le vigneron a oublié. Alors, il l'a oublié, non, mais c'est juste les agents. Est-ce qu'ils font le boulot pour vendre les vins avec émotion? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables de toucher le client final? Est-ce que leur manière de le faire est encore la bonne? Parce qu'aujourd'hui, ils vendent moins qu'avant. Donc, je me pose la question. Alors, faudrait-il monter une formation sur la relation entre l'agent et le vigneron? Prendre des moments dans l'année, un voire deux, et se parler avec sincérité. Certainement, certainement. En fait, il y a tout un système à revoir. Encore faut-il que l'agent soit motivé pour le faire. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas plus facile pour un vigneron aujourd'hui de vendre en direct que de passer par des agents qui vont rester dans un système qui ne bouge pas? Donc oui, si l'agent accepte et comprend que le client final a besoin de vivre des émotions pour acheter et qu'il a envie de se remettre en question, oui, on peut créer une formation. Mais encore une fois, c'est une histoire de couple. Il faut que les agents qui viennent à ces formations aient envie de mieux vendre le vin du vigneron et que ça passe par des émotions, tu vois. Aujourd'hui, le monde est fait de réseaux sociaux et de fake news. Est-ce que tu fais des fake news, toi? Non, jamais. Je suis trop authentique pour ça. J'ai horreur du mensonge, donc non. Mais donc, étant donné que quand même les réseaux sociaux est aussi un peu souillé par ces fake news, monter des vidéos pour des vignerons avec sincérité, est-ce que c'est aussi la solution aujourd'hui? Mais carrément. Alors, je suis en train d'y réfléchir, c'est de proposer aux vignerons
parce que je sais que c'est très compliqué pour eux les réseaux sociaux et que c'est un lieu où on peut gagner en notoriété très très rapidement et du coup vendre derrière avec des systèmes mis en place, je vais leur proposer un forfait par mois où je vais gérer toute leur com. C'est-à-dire que comme je les connais bien, qu'ils aient fait ou pas ma formation, je vais mettre en place toute une communication authentique sur eux qui va les propulser et ils vont être vus de manière intense et à plus d'1 million de personnes. En 3 mois, ils peuvent exploser les scores. Et du coup, vus par des gens qui ne le connaissent pas, avec un tunnel de vente qui permet d'accéder à leur vin très rapidement. Et du coup, si un vigneron est très vu et très acheté, la filiale des intermédiaires, les cavistes, les restaurateurs et les agents vont se retrouver à devoir racheter les vins du client, puisqu'il est très demandé. Mais le client, lui, va augmenter son chiffre d'affaires. Grâce à quoi? Grâce à ses ventes directes. Donc ouais, c'est un avenir énorme. Et là, je suis en train de travailler sur le format. Il y aura d'ailleurs un podcast là-dessus au mois de janvier. Mais Sandrine, merci pour ces clartés, cette franchise et cette vision. C'est précieux pour ce monde-là.